Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Jérôme Guedj, le député socialiste de l'Essonne. Bonjour Jérôme Guedj. Ça passe ou ça casse à 18h30 à l'Assemblée nationale. La meilleure façon de faire passer ce budget, c'est le 49-3, vient de dire François Hollande chez nos amis d'RTL. D'accord avec l'ancien président ? Je ne suis pas certain qu'il parlait du budget de la sécurité sociale. Je pense que le travail de compromis dans lequel nous sommes rentrés sincèrement depuis la nomination de Sébastien Lecornu, et moi je l'assume, j'ai pas le compromis honteux ou la négociation honteuse, il a permis d'avancer sur ce texte. Voilà, c'est pas un texte socialiste, c'est pas un texte macroniste, c'est pas le texte idéal, mais dès l'instant où, d'abord, on a fait la démonstration qu'on pouvait se parler sur un sujet qui est crucial, les enjeux de la sécurité sociale, on fête les 80 ans de cette vieille dame, on parle des retraites, on parle de l'accès aux soins, des remboursements, de l'hôpital, des prestations familiales, donc c'est des sujets vraiment très concrets, évidemment des retraites avec la suspension de la réforme des retraites. Donc voilà, moi je trouve qu'on est arrivé à un point qui permet, et c'est la position que le groupe socialiste a prise hier, de voter le texte. Alors c'est une décision inédite, qui atteste de cette démarche de protéger les Français. Par rapport au texte initial, il n'y a plus les mesures qui posaient le plus problème. Jérôme Guedj, Olivier Faure appelle les députés socialistes en réunion de groupe à voter pour ce budget de la Sécu. Il y a un doute avec vos troupes par rapport à ce Non, on a eu la discussion. Ça va être serré ce soir. Entre socialistes, ça va être serré du fait de ceux qui font autre chose que se préoccuper du budget de la sécurité sociale. Ceux qui s'y opposent, c'est pas au regard de la sécurité sociale, c'est parce qu'ils ont des arrière-pensées. Elles sont toujours légitimes, mais il y a certains qui veulent que le gouvernement tombe, qu'il y ait une dissolution, qu'il y ait une élection présidentielle. Bon, bah ça c'est le RN ou la France insoumise. Et puis il y a ceux dans ce qu'était ou ce qui est peut-être encore, je sais plus, j'y comprends plus grand-chose, le socle commun, le soutien. Vous en voulez, Édouard Philippe, d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, qui ont mis sur la table, en tous les cas, ont laissé penser qu'ils avaient d'autres préoccupations que de savoir si on a un budget acceptable pour la sécurité sociale l'année prochaine. Vous en voulez à Édouard Philippe, qui appelle à l'abstention de ses députés ? En tous les cas, je comprends pas trop ce à quoi il joue. Voilà, j'ai eu l'occasion de lui dire. J'ai entendu hier qu'il appelait désormais à l'abstention. Ils ont été à un moment très vent debout en voulant voter contre. Mais so what ? Ils proposent quoi derrière ? Ils proposent à nouveau une forme de chaos. Alors je comprends qu'il y ait des mesures à l'intérieur qui ne leur plaisent pas plus que ça. Suspension de la réforme des retraites. Je comprends parfaitement. Mais ils ont des membres au gouvernement. Et c'est Sébastien Lecornu qui, dans son discours de politique générale, a annoncé qu'il mettrait sur la table une suspension de la réforme des retraites. Donc à ce moment-là, il fallait dire on participe pas à ce gouvernement et on est dans l'opposition. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours au gouvernement. En cas d'échec ce soir, ça peut arriver que le non l'emporte. Vous dites quoi ? Sébastien Lecornu doit donner sa démission ? Je me place pas dans cette hypothèse parce que ce serait à nouveau d'abord pas de budget pour le pays, et s'il n'y a pas de budget de la sécurité sociale, on a un déficit de l'ordre de 30 milliards d'euros, et au bout du chemin, des gens qui vont dire mais regardez ce déficit de la Sécu, il faut donc qu'on passe à autre chose, les assurances privées, le chacun pour soi. Donc moi, je suis trop attaché à la sécurité sociale pour laisser des apprentis sorciers la laisser filer. Donc moi, c'est ma première préoccupation. Et puis, je le redis, au mois de juillet, quand on a commencé la séquence budgétaire, il y avait envisagé à l'époque par François Bayrou 2 jours fériés supplémentaires, supprimés plutôt, une réforme de l'assurance chômage. Et puis il y avait les mesures comme le doublement des franchises, comme l'année blanche, comme la mise à contribution des tickets restaurants ou des chèques vacances. Et de manière assez transpartisane, sur plusieurs bancs, des gens se sont opposés à ces mesures. Et dans le même temps, des gens dans le compromis ont dit faut qu'on dégage des moyens supplémentaires pour l'hôpital. Donc je pense qu'on a réussi à trouver un chemin de compromis. Et je vous le dis avec un peu de gravité, ce qu'on a fait ces derniers jours, de manière un peu improvisée, en temps réel, en apprentissage in situ, ça va nous servir pour la suite de la vie politique. Parce que c'est une forme de reparlementarisation dans un pays où il n'y aura pas durablement de majorité. Et donc ce qu'on fait là, ça servira probablement au-delà de 2027. Et moi, j'assume cet apprentissage et j'assume le fait d'avoir
rechercher ce compromis et d'avoir introduit le courage de la nuance en politique. Vous pensez que c'est un training pour l'avenir du compromis en France? Je l'espère, on n'avait pas l'habitude, on aurait dû le faire peut-être plus tôt, dès 2022. Nous sommes quand même dans les considérations un peu boutiquières, 100 millions d'euros d'un côté pour appâter le vote des ultramarins. Vous avez... c'est une lecture un peu réductrice. Il y a des moyens pour renforcer l'investissement hospitalier dans les pays des océans. C'est dans l'ONDAM, les dépenses d'assurance maladie. Et qu'on flèche à un moment de dire il n'y a pas assez d'investissement dans les territoires ultramarins, c'était nécessaire. Les écologistes, qu'est-ce que vous leur dites? Ils se sont abstenus sur la partie recettes en première lecture. Ils ont voté contre vendredi. Où sont-ils? Où est la cohérence? Moi, je leur dis, parce que ce sont des gens rationnels et intelligents, vous avez milité avec nous pour obtenir des moyens supplémentaires pour l'hôpital. Il y a 1 milliard de plus que ce qui était prévu initialement. Et d'ailleurs, j'ajoute, l'année dernière, l'ONDAM, c'était 265 milliards d'euros. Les dépenses d'assurance maladie. Dans le texte initial proposé par le gouvernement, ça passe à 270 milliards. Après la première lecture, on obtient 271,4 milliards. Et là, le gouvernement, on va aller jusqu'à 274. Donc, il y a des moyens supplémentaires pour l'hôpital. Peut-être pas assez, mais ça va dans la bonne direction. Et les Verts ont milité aussi pour ça, combattu le doublement des franchises médicales. Le gouvernement a décidé d'y renoncer. Donc, à un moment donné, et il défendait l'idée de la suspension de la réforme des retraites, même s'il trouvait peut-être que ça n'allait pas assez loin, mais à un moment donné, quand on peut protéger les Français, et sur la suspension, 650 000 d'entre eux, chaque année, vont bénéficier d'un calendrier plus favorable que ce qui était prévu dans la réforme Borne. Et je sais à ce moment-là ce que ça a coûté pour les députés du socle commun de permettre que ça passe. Et dans le compromis, chacun a fait des efforts. Je leur dis merci. Vraiment, parce que si on n'est pas capable de dire à ceux avec lesquels on a négocié et voté des choses qu'il ne s'agit pas de les humilier, il ne s'agit pas de fanfaronner, de dire on a crié et de crier victoire, c'est un compromis. Moi, c'est pas le budget idéal, mais à un moment donné, je le prends. Oui, passable, a dit Olivier. Et vous savez pourquoi? Parce que nos concitoyens, ils n'y comprennent plus rien. Ils en ont ras le bol. Ras le bol de cette impression d'immaturité dans le débat parlementaire. Et si on arrive aujourd'hui à montrer qu'on a réussi à se parler, moi dans ma circonscription, on me dit mais parlez-vous, entendez-vous, on connaît vos désaccords, mais on aura un autre moment pour trancher ces désaccords, c'est l'élection présidentielle de 2027. Et on ne va pas renverser la table en se disant on verra ce qui se passe. Non. Le ras-le-bol de vos concitoyens, de vos électeurs dans votre circonscription, Jérôme Guedj, chacun raconte la même histoire, chaque député de chaque parti. Au final, je reviens à François Hollande, dans 15 jours, tout rond, il y a le vote définitif du budget. Sur le budget de l'État, oui, le chemin est plus compliqué. Il faudra à ce moment-là siffler la fin de cette trop longue séquence budgétaire. Alors Sébastien Lecornu a dit qu'il renonçait au 49.3. Moi, je préférais qu'on arrive dans le budget de l'État à construire le compromis comparable à celui qu'on a réussi à faire sur le budget de la sécurité sociale. C'est pas gagné. Sinon, moi, je n'ai pas envie de partir dans une loi spéciale qui fait que c'est anxiogène. On se retrouve en janvier, en février, à devoir voter un budget. Il y a les élections municipales avec des maires qui vont nous dire mais j'ai pas de dotation. Si ça marche pas, il faudra que le Premier ministre, chaque haie, les unes après les autres, je serais tenté de dire, mais à ce moment-là, il faudra qu'il se pose la question quand même. Ouais. On va parler de la laïcité, 120 ans de la loi 1905. Juste un ou deux mots tout de même au passage. Vous avez vu ce qui préoccupe les gens, les échanges sur les réseaux sociaux. Quand même, ça compte. Pendant ce temps, Brigitte Macron qui s'offre une crise avec les féministes. Vous avez vu, je n'avais pas raté l'épisode, j'imagine. J'ai vu passer ça, ouais. Quand elle qualifie de sale conne les 4 militantes qui ont interrompu un spectacle d'Harry Habitant samedi soir aux Folies Bergère. Une première dame, ça peut dire ça, même en privé? Le problème, c'est pas en privé, puisque c'est capté et qu'on en a connaissance. Donc, je pense qu'il est toujours mieux de s'abstenir d'avoir des paroles aussi dures à l'endroit de militants. On peut être d'accord ou pas d'accord avec la manière dont les gens s'engagent, mais chacun a le droit d'exprimer ses positions. Et je trouve que ça ne participe pas de la désescalade du débat public. Je n'aime pas la crispation qui existe dans le débat public. Je me suis encore plus engagé contre toute forme de brutalisation. Et donc, moi, quelqu'un qui manifeste, encore une fois, pour des bonnes et des mauvaises raisons, et on a le droit de manifester dans ce pays, chacun prend ses responsabilités. On ne peut pas être renvoyé dans les cordes comme ça
avec des propos qui sont pas très amènes. D'un mot, les 4 militantes qui interrompent un spectacle alors qu'il y a non-lieu dans l'affaire qui concerne M. Habitant. Encore une fois, on peut contester les modalités d'intervention, le fondement, etc. Moi, je me place sur la question des principes. Voilà, l'engagement, il doit toujours être respecté. Et l'autre débat qui tourne depuis hier, qui vous amuse, je ne sais pas ou pas d'ailleurs, le Rassemblement national qui veut rouvrir les maisons closes. Qu'est-ce que vous dites de ça, Jérôme Guedj, ce matin ? Dans leur palette, il manquait ce que j'appelle moi une forme de populisme sexuel. Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, c'était mieux avant les maisons closes, donc on va caresser la nostalgie que certains auraient. Moi, j'ai du mal à comprendre populisme sexuel, vous dites. Oui, parce que c'est l'idée selon laquelle, en gros, c'était mieux avant, et on va organiser des nouvelles maisons closes, parce qu'on peut appeler ça système coopératif de travail partagé. Bon, ça reste un système de domination sur les femmes, la prostitution avec les conséquences que ça a. On va enfermer dans des maisons des femmes et dire que c'est super et chacun va pouvoir y aller en toute bonne conscience. Moi, je ne considère pas que ce soit le progrès humain. Un de mes engagements, c'est celui de l'égalité femmes-hommes, c'est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est celui du refus de toute forme d'esclavage, parce que ça n'a pas d'autre mot que le fait de monnayer son corps de cette manière. Et donc voilà, je trouve que là, on voit se dessiner la rhétorique du Front National ou du Rassemblement National qui, sur tous les sujets, va essayer comme ça de flatter quelques bas instincts. Le sujet est vraiment beaucoup trop grave. Parlons prévention, parlons santé publique, parlons accompagnement, parlons lutte contre les trafics, parce que c'est des trafics humains qui sont souvent à l'origine de la prostitution, et parlons de protection de ces femmes plutôt que de banalisation de ce mode d'exploitation. Et parlons laïcité, les 120 ans aujourd'hui, la loi 1905. Où en est votre projet de création d'un défenseur de la laïcité? Moi, j'ai souhaité, à l'occasion de cette semaine, aujourd'hui c'est le 9 décembre, j'ai souhaité verser au débat et lancer un signal d'alerte. Voilà, il y a un paradoxe. On parle matin, midi et soir de sujets relatifs à la laïcité, avec des propositions de loi, parfois pour jeter de l'huile sur le feu dans le débat. Et pendant ce temps, on ne fait pas assez connaître ce qu'est la laïcité réellement, c'est-à-dire une loi de protection. Protéger celui qui croit comme celui qui ne croit pas, et surtout le faire sans aucune pression. Moi, mon immense regret, j'en ai deux aujourd'hui. D'abord, le silence assourdissant, je trouve, en tous les cas, de la société dans son ensemble et des autorités publiques. On ne fête pas ce 120e anniversaire de la loi de 1905, alors que le sujet est présent dans le débat public. Il est passé sous silence à vos yeux ? Je trouve que oui. Moi, j'aurais bien aimé que cette année, dans les écoles, dans les municipalités, on lance un grand programme pour rappeler. Enfin, c'est pas Alain Jadot des commémorations. Parce qu'il y a une sorte de gêne aux entournures, à se dire si on va parler de laïcité, alors on va donner l'impression d'être dans ce que justement la laïcité n'est pas, c'est-à-dire une loi d'interdiction, une loi de discrimination. Il y a des adversaires de la laïcité et il y en a de part et d'autre. Il y a des gens qui considèrent que ça doit être un glaive pour frapper telle ou telle partie de nos concitoyens, puis il y en a d'autres qui considèrent que il faut tout laisser faire, chacun vient comme il veut, on peut être dans le relativisme culturel et on peut même remettre en question. Il y en a certains qui disent que cette loi, elle est attentatoire à la liberté religieuse, alors qu'au contraire, elle protège. Et donc, en proposant un défenseur de la laïcité, moi j'ai voulu interpeller les autorités publiques, le gouvernement, en disant mais qu'est-ce que vous faites en matière de laïcité ? Concrètement, c'est quoi la politique publique de la laïcité? Vous savez, c'est qui en réalité le ministre ou l'administration en charge de la laïcité? Il y a 4 ans, le gouvernement à l'époque, c'est Jean Castex, a créé un comité interministériel de la laïcité. À l'époque, j'avais dit très bonne idée. On va pouvoir coordonner le travail. Il ne s'est pas réuni depuis 4 ans. Ça veut donc dire que c'est pas une politique qui est entretenue. Par exemple, pour former, comme c'était l'objectif, 100% des fonctionnaires, ce sont eux qui sont en première ligne puisqu'ils sont les garants de la neutralité de l'État, à ce que n'est pas la laïcité. Bref, l'idée du défenseur de la laïcité, c'était structurons une politique de la laïcité dans le pays pour en parler de manière apaisée. Je vous ai parlé du courage de la nuance. C'était une loi courageuse il y a 120 ans parce que justement elle était nuancée. Malheureusement, il y a peu de place pour la nuance et peu de temps. Non, mais je refuse ça dans le débat public. Par exemple, quand on dit LFI, l'islam, tous les sujets qui tournent au jour, il y a eu l'audition de Jean-Luc Mélenchon, il a réfuté ces arguments-là samedi. Vous dites qu'il n'y a pas de sujet là-dessus?
avec vos ex-partenaires de la gauche. Et je vous l'ai dit à l'instant, il y a un sujet avec tous ceux qui considèrent qu'on peut relativiser le caractère protecteur et qui préfèrent dénoncer le fait que ce soit discriminatoire, que ce soit attentatoire. La loi de 1905, elle protège. La loi de 2004 sur le port des signes religieux ostensibles à l'école, elle protège. Elle protège celui qui croit, celui qui ne croit pas. Elle permet l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Revenons-en à Aristide Briand, voilà, le père de cette loi, qui disait magnifiquement, la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi. Évitons cette ingérence du religieux, cette forme de cléricalisme qui mine le pacte républicain, qui est vraiment notre patrimoine commun, notre talisman. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans les mois et dans les années à venir. Rappeler qu'il peut y avoir une gauche républicaine qui peut être authentiquement de gauche et qui défend la laïcité comme pilier de la République. Mais pour dire les choses clairement, sans LFI. Mais on a un désaccord sur la centralité de l'universalisme républicain, de la question de la laïcité, de ces outils qui permettent la concorde nationale plutôt que la division que certains préfèrent voir se développer dans le pays. Merci à vous, Jérôme Guedj. Merci Jean-François Killy et Jérôme Guedj, on y reviendra. Effectivement, la loi qui doit protéger la foi, mais la foi ne doit pas dire évidemment. C'est ce que je viens de dire. La loi, c'est ce que vous avez dit. On va en reparler. C'est pour ça. Aujourd'hui, il y a bien des remises en cause quand même, effectivement, autour de la laïcité. J'aimerais vous entendre. 0826 300 300. La laïcité est attaquée bien souvent pour de multiples raisons. On va en parler. 0826 300 300. L'idée de réouverture des maisons closes. Alors Jérôme Guedj a dit qu'il était contre, il a expliqué pourquoi. Elisabeth Lévy disait qu'elle était plutôt favorable pour éviter l'exploitation telle que c'est prévu. Et puis chez nos voisins européens, partout ça existe, bien sûr, quoi. Pas forcément un modèle, mais ça existe là-bas, alors que nous, évidemment, il y a 40 000 prostituées, a priori, donc de façon sauvage un peu partout en France. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On va en débattre. Françoise Degois face à Elisabeth Lévy et puis tous les autres sujets dans l'actualité.